Quand on entreprend, on a 9 chances sur 10 d'échouer, de planter sa boîte. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. Quand on a autant de chances de rencontrer l'échec, pourquoi y aller ? Je suis Fanny Rimbaud et je suis entrepreneur. Depuis 3 ans, avec Instinct Collectif, je tends le micro à mes consoeurs et mes confrères pour comprendre ce qui se cache derrière le costume de l'entrepreneur. Dans le podcast qui va suivre, il ne s'agit pas de se donner des tips d'entrepreneur ou de raconter une success story. Et d'ailleurs, si c'est ce que vous cherchez, vous n'êtes pas au bon endroit. Ici, on pose le masque, le temps d'une conversation, et on parle de la liberté d'entreprendre, et surtout à quel prix. Bienvenue sur le podcast d'Instinct Collectif, et bonne écoute. Je suis très heureuse aujourd'hui de recevoir les 3 co-founders de Gens de Confiance. C'est un grand moment parce que d'abord c'est une super boîte et en plus c'est la première fois qu'on fait un portrait à 3 têtes. Et donc ça va être un challenge. Dans les pages qui suivent, il y a les mots rage, honneur, intense, mat pokora, chasse sous-marine, irréparable, nudité, deuil, vertige, handicap, grâce, confusion, couille, Aristote, yak, solitaire, filet de sécurité. Il y a de l'amour, de la colère, de la liberté et des trahisons. Il y a des rêves et bien sûr il y a la mort, ainsi que ce formidable instinct de survie. À travers ces 40 rencontres, nous avons vécu une expérience rare, plonger les yeux dans le miroir et y découvrir en superposition de notre visage, celui de l'humanité, ou en tout cas, soyons précises, les visages de 40 autres êtres humains, tous entrepreneurs, tous semblables et tous foncièrement différents. Ils exercent dans tous les secteurs d'activité et viennent de tous les milieux sociaux. Ils ont créé, repris ou hérité, ils se sont interrogés, remis en cause, traités de tous les noms, félicités au gré des chocs et des ascensions, une fois embarqués dans le grand 8 de l'entrepreneuriat. Leurs parcours n'ont rien d'une ligne droite, ce qui nous a apporté cette certitude: la liberté d'entreprendre telle que nous la vivons en France est précieuse. Continuons à la faire grandir. Et bien tous les 3, et je commencerai bien par Enguerrand. Est-ce qu'il y a des mots qui ont retenu ton attention dans dans ce démarrage d'épopée? Ouais, alors il y en avait beaucoup. Je crois qu'il y a eu le mot cœur. Cœur. Ouais, c'est ce que j'ai entendu. Passion. Moi, je reste dans ce nuage de mots. Aristote, pourquoi pas. Pourquoi ça m'a parlé? Parce que je pense que c'est avant une entreprise entrepreneuriale, mais je l'ai vécu comme une entreprise humaine. Avant tout. Avant qu'il y ait quoi que ce soit sur le papier, il y a est-ce que Nicolas, est-ce que Ulrich me faut confiance intrinsèquement? J'ai envie de m'associer avec lui parce que il n'y a pas encore le produit. On appelle ça le product market fit. C'est quand une fois que le produit est lancé, que les clients ou nous, c'est des membres, sautent dessus, on dit ouais, il y a eu quelque chose. Mais avant, il y a eu quelque chose. Donc voilà, d'abord cette première rencontre que je remercie tous les jours. Alors ça vient d'où cette rencontre, justement? C'est Nicolas, il raconte très bien. Ça date de 2014. 2014, le contexte, c'est que moi j'arrive avec mon épouse à Nantes. On connaît plus grand monde, on était nantais tous les deux à la base, mais en fait nos amis sont partis depuis. On s'est rencontrés à Paris, on avait vécu 2 ans à Paris, on arrive à Nantes. Et là, du coup, le frère d'Enguerrand, Alexandre, qui vit à Bruxelles, qui est un très bon ami, me met en relation avec Enguerrand, en me disant voilà, t'arrives à Nantes, je te mets en relation avec mon frère, il pourra t'accueillir, et puis et voilà. Donc c'est comme ça que je rencontre Enguerrand. Et Ulrich, ça s'est fait un peu différemment. C'est quand j'étais encore à Paris, on était dans un incubateur ensemble, en fait, incubateur Télécom Paris-Tech, dans le 14e. Et on était voisins de couloir, en fait. Voilà, on avait chacun nos structures voisines. On était déjà entrepreneurs. Et Enguerrand Également. Ouais, on est tous les 3 des multi-entrepreneurs récidivistes. Voilà, okay. c'est sûr. C'est très initial. Ouais, ça crée un terreau commun, hein, c'est indéniable. Et en particulier avec Ulrich, voisin de couloir. Et en revenant à Nantes, je m'aperçois qu'en fait Ulrich est nantais et qu'il allait à Paris de temps en temps pour la start-up. Mais on recommence à discuter à ce moment-là. Et tout ça s'est fait dans les quelques semaines, vraiment en même temps. Et au moment où on posait les premières idées de gens de confiance, mais d'abord une réunion d'entrepreneurs qui se sont parlé, qui ont fait une rencontre d'amitié.
Et le projet a été enrichi par cette rencontre. Mais c'est vrai que je reprends les mots d'Enguerrand, c'est d'abord une rencontre de cœur. Et vous aviez été solo entrepreneur ou déjà cofondeur avant? Oui. Dans vos expériences? Solo entrepreneur. Donc mes 2 expériences avant, solo entrepreneur. Ouais. Ok. Et vous deux? Moi, première boîte solo entrepreneur, deuxième boîte avec un associé, troisième boîte avec 2 associés. À chaque fois, je compte le nombre d'associés. Donc j'avais déjà vécu c'est une annonce, hein. Ouais. Il n'y avait pas d'annonce du tout. Moi, je vais foutre la merde entre vous trois. C'est ça. Bon courage. Et moi, j'étais associé avec, et toujours associé d'ailleurs, avec 3 copains. Donc on était 4. Okay. Ouais. Donc vraiment cofondeur, profil très complémentaire. Donc aventure entrepreneuriale, aussi aventure humaine. Et est-ce que ça avait, vu que vous aviez déjà un historique d'entrepreneur, alors soit solo, soit associé, qu'est-ce que ça avait créé comme attente sur justement l'association? Comme inquiétude ou au contraire volonté d'eux Pour le coup, moi, j'avais une vision hyper claire de ce que c'était qu'une bonne association, l'ayant déjà vécu. Et il y avait un truc assez génial, c'est qu'on était 3 profils hyper complémentaires. Vraiment avec des compétences complètement différentes. Et par contre, un background identique. Donc culturellement, c'était hyper facile. Alors, il faut se replonger, mais 2014, on écoutait tous The Family, Oussama Ammar, tous les grands concepts de la start-up, un peu hacking et se débrouiller par soi-même, faire petit, essayer de faire grandir. Et on avait cette culture commune. Et du coup, on s'est compris, mais hyper vite et hyper facilement. Et c'était chouette d'avoir complémentarité de talent et culture commune. Et moi, personnellement, je savais que je voulais absolument pas recommencer une boîte tout seul. C'était un no-go, un no-way. Donc j'étais en recherche active de cofondateurs, en sachant que c'est très difficile de faire rentrer des gens une fois qu'on a déjà commencé. Donc c'était maintenant ou jamais. Et la rencontre est venue comme ça. Ok. C'est la même chose. Le fait d'avoir été solo, je connaissais mes forces, mais je connaissais aussi ce qui me manquait. Je connaissais beaucoup ce qui me manquait. Et cette complémentarité, je l'ai vu tout de suite dans l'expérience d'Ulrich et de Nicolas. Donc là, comme ça, si je vous dis vous êtes complémentaires, mais c'est quoi votre complémentarité? C'est comme les chevaliers du Zodiac, vous savez qui est quoi? Ouais, carrément. Chacun notre couleur de pyjama. Non, moi c'est à la base le tech des 3, le tech produit, très fort, tech produit business, sensibilité business. Ulrich. Moi, c'est produit, mais finances, RH et business aussi. Donc, moi, produit et relations membres. Et avec une profonde admiration à chaque fois, je pense que ça, c'est vraiment clé. On a senti tout de suite l'admiration pour ce que chacun faisait, que nous, on était incapables de faire. On avait une phobie pour le faire. Si je prends un exemple, Enguerrand, il peut passer 2 heures au téléphone avec un membre qui peut-être n'est pas tout à fait clean et essaie de se justifier, et Enguerrand garde le sourire au téléphone pendant 2 heures et la personne ressort avec le sourire aussi en ayant trouvé une solution intelligente à une situation complexe. Moi, si je sens que la personne me cache des choses au téléphone, en 5 minutes, je peux vriller. Donc je suis pas du tout la bonne personne pour faire ça. Et voilà, c'est des choses comme ça qui sont complètement évidentes dès les premières secondes, quoi. Et alors, vous avez quand même réussi un tour de force. Vous avez réussi à modéliser un système de confiance qui paraît simple du côté utilisateur, mais j'imagine que ce qui est simple, c'est souvent quand même assez compliqué à faire. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est joué dans cette modélisation? Si on rentre là, comment c'était avant? C'était quoi c'est passé par quelle expérimentation? C'est passé par quel concept? Ça a commencé directement sur le parrainage. Là-dessus, on n'a pas sûr beaucoup... Ah ouais, c'était sûr. C'était one shot le bon. C'était l'élément différenciant par rapport à l'existant. Un par un au début. C'était un par an au début. La cible, c'est toujours été 3. Mais évidemment, au tout début, on n'avait pas suffisamment de monde pour demander 3 par 1 à n'importe qui. Donc, c'est allé progressivement. Pendant les 2-3 premiers mois, c'était 1 par 1. On est passé de 0 à 10 000 membres avec 1 par 1. Même moins d'ailleurs. Je pense que dès septembre, donc avant les 10 000 membres, on est passé à 2 par 1. Et puis après, 6 mois plus tard, à 3. Et depuis 3. Voilà.
Et ça va augmenter ou... Et ça va pas augmenter. En fait, nous, ce qu'on a constaté, c'est que 3 par 1, quand une personne arrive avec 3 proches autour d'elle, eh ben, elle met suffisamment en jeu de sa réputation pour agir bien à chaque fois. Nous, si on informe 3 personnes que tu as rendu une maison de vacances dans un état abominable et que tu n'as pas voulu du tout payer quoi que ce soit pour le ménage, par exemple, le règlement, enfin, de ce qu'on applique, le process, c'est que si on n'arrive pas à résoudre avec toi le problème, on escalade au niveau de tes parents. Et si tu as 3 amis qui sont prévenus que tu as fait ça, en fait, c'est tout le monde autour de toi qui le sait. Parce que une personne peut garder le secret par amitié, 2, mais en fait 3, ça a fuité, quoi. Et il suffit que ce soit un collègue, un ami et quelqu'un de ta famille, en fait, tous tes cercles sont informés. Donc en fait, je savais pas. Je donc le levier. Jamais arrivé là. Je ouais, non, ça, bien sûr, ça ne concerne ça qu'une personne sur. Mais le levier est immense en fait, et il est unique. Voilà. Et comme on fait ça depuis le début, il n'y a pas trop dans la raquette. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire par la suite en se disant tiens, en fait, si on faisait du parrainage avec déjà une communauté existante. Il fallait vraiment le faire depuis le début ou jamais. C'est vrai que j'avais présumé qu'il y avait peut-être eu des tests sur justement ce niveau de confiance pour arriver à ce bon degré de 3 par 1, mais au final... En fait, la cooptation en général, c'est un truc que je connais le monde, de coopter des gens dans un groupe, de se porter responsable de la personne qu'on intègre dans le groupe. C'est un truc qui est je vais dire, ancestral. Et nous, notre innovation, c'est de l'avoir scalé grâce au web. Il y avait l'infrastructure qui était là, et donc grâce à un site internet un peu bien foutu, comme tu disais, qui paraît simple, mais derrière, qui a des bonnes mécaniques, ça a pu se scaler, et ça a pu grandir. Mais le principe même, en fait, il n'y a pas d'innovation dans le principe même. C'est juste de l'avoir adapté au web qui a fait. Et à la petite annonce, en se disant, OK, ça va être un peu plus dur de rentrer, mais une fois que tu es rentré, tu es dans un lieu super sûr, et donc tu peux t'abandonner, tu auras vraiment confiance, les gens seront cool. Alors du coup, on a vu la confiance qui est le cœur de votre produit. Hein. Et alors entre vous, comment ça s'est conceptualisé au sein de l'association ? Quelles règles ? Parce que donc, on voit bien que la confiance, c'est aussi des règles. Quelles règles vous avez posées pour vous assurer d'être en accord ? Ou, enfin, je ne sais pas comment vous l'appelez entre vous, mais aligné avec vos désaccords, vos conflits. Déjà, on a mis beaucoup de temps avant de concrétiser. C'est-à-dire que on s'est rencontrés en 2014, mais la boîte a été créée fin 2015, donc 1 an et demi plus tard. Ça veut dire que pendant 1 an et demi, on a fait connaissance. On a travaillé ensemble. Et on n'avait pas discuté de répartition de capital, de quoi que ce soit. On n'était pas pressé. Physiquement, une fois par semaine. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, sur la durée, on s'est fait confiance. On s'est aperçu qu'on avait une vision commune, des référentiels communs, comme Henri disait, avec toute l'éducation de The Family à l'époque. Et plein d'autres choses. Hein. Mais ça s'est fait dans le temps sans avoir besoin de générer du cash tout de suite pour vivre. On avait chacun nos structures à côté qui nous donnaient ce luxe de pouvoir faire les choses dans le temps. Et c'était vraiment clé. Ça n'aurait pas pu se passer autrement. La confiance prend du temps à créer. Et nous-mêmes, la confiance entre nous, les bonnes bases de la boîte se sont posées dans la durée. Entre 2014 et 2015. C'est ça. Donc ça fait quand même maintenant 7 ans. Et aujourd'hui On imagine qu'en 7 ans, une relation, enfin, surtout à 3, elle est éprouvée. Enfin, là, je défonce une porte bien ouverte. Non, hein ça chez nous. Après, on est 3, hein. C'est une grande chance. On est 3, donc ça veut dire que ça tourne un peu. Quand il y a un déficit. Oui, ça tourne un peu, et puis il y en a toujours 2 pour être là et pour aider. Donc, c'est peut-être je pense qu'on a un bon chiffre aussi. Mais donc à 3, vous n'avez pas mis de règles ? En fait, les règles, elles étaient un peu tacites, moi j'ai l'impression. Comme l'a dit Nicolas, on a bossé ensemble et c'est le meilleur moyen de se connaître, c'est de travailler ensemble. Et on a travaillé sur le projet et sur le produit. Et on adorait ce qu'on faisait sur le produit. Et on a appris à se connaître. Et assez naturellement, les règles, elles sont nées. Et je crois qu'il y a deux éléments, c'est qu'on s'est fait vraiment confiance en disant « Ok, tu as ce domaine de compétences, franchement, je te fous la paix. » Alors, c'est peut-être aussi parce qu'on avait déjà des expériences entrepreneuriales. On sait que c'est important de faire confiance.
Et inversement, on s'était déjà aussi prouvé qu'on pouvait faire confiance parce qu'il y avait déjà des marques. Et après, on s'entend bien aussi, on rigole bien, on s'amuse bien. Et donc, ça aide aussi à trouver du plaisir dans ce qu'on fait, quoi. Et je pense que c'est quand même beaucoup ça, parce on passe beaucoup de temps ensemble. Et donc, il y a une vraie notion de plaisir, de défis partagés, d'ambition commune, collective, donc d'esprit collectif. Et moi, j'ajouterais, il y a une question aussi très claire de fidélité entre nous, dans le sens où c'est quelque chose qui a été posé dès le début, c'était que c'était tous les trois ou rien, quoi. Et effectivement, il y a eu des moments où, à tour de rôle, hein, où on n'était pas forcément à la hauteur, chacun, mais à aucun moment il y a eu la question de dégager l'un de nous trois. Parce que, Garand l'a dit, c'est d'abord une aventure humaine, et certes, qui nous nourrit au niveau, il y a le côté entrepreneurial, etc. Mais le principal motif de succès aujourd'hui, c'est de se dire, en fait, ça fait 8 ans qu'on se connaît, on est toujours tous les trois, toujours chacun bien où on est. Et en fait, c'est une richesse de dingue, quoi, quand on regarde en arrière, de se dire, il y a combien de startups qui ont démarré à 3, qui sont toujours à 3 aujourd'hui, avec toujours autant d'admiration et d'amitié. Et ça s'est construit aussi parce qu'on a su passer des moments où on s'est... Forcément, il y en a on n'était pas tous au même niveau en même temps. Et à un moment, il a fallu dire, OK, on choisit de rester ensemble. On choisit de... Ouais. Oui, on a eu des moments durs. Hein. Ça n'a pas été un fleuve tranquille non plus. Pour raconter des choses plus intimes ou et en vérité, on s'est fait aider aussi dans les moments difficiles parce que de temps en temps, c'est pas facile de se dire les choses. On a peur de casser quelque chose, on a peur de casser notre amitié, notre relation. Donc on s'est fait aider, une forme de coaching, quoi, on va dire, pour réussir à se parler et à dire et à être encore mieux après. Quoi. Donc, ça secoue un peu, mais avec, c'est vrai que cette envie de commencer le chemin à 3 et de le finir à 3. Quoi. Un peu comme en montagne, quand on fait j'ai une image, j'aime bien l'alpinisme, et quand on arrive sur un glacier, on s'encorde, mais une corde, et la corde, elle est là pour lier les vides, donc des 3, si c'est une cordée de 3. Et s'il y en a un qui tombe, enfin s'il y en a un qui dévisse, les deux autres sont là pour le retenir justement, et l'idée c'est d'arriver au sommet à 3, mais aussi de redescendre à 3, faire toute l'aventure ensemble. Et c'est une image que je pense on a envie, et c'est un défi, hein, faut clairement, mais ça c'est aussi un moteur, je pense. Et là, dans cet album-là, justement, d'escalade, de randonnée, où il y a eu ce moment où il a fallu faire venir un tiers pour discuter, ça correspond à quelle étape de la boîte? Qu'est-ce qui s'est joué pour que ça crée cette difficulté à travers en fait, cette aventure que vous avez tous les trois, on essaye d'identifier des zones de risque, en fait. Je pense que c'est quand on a fait les premiers gros recrutements, j'appellerais ça des high level. Il y a un moment, je pense qu'on prenait trop de décisions, tous comme on avait l'habitude de faire. Et je pense que c'est aussi le danger, c'est que quelque part, on faisait entonnoir. C'est-à-dire qu'on laissait passer de place, peut-être au nouveau. Et c'est là-dessus où je pense qu'on a le plus travaillé. Ça a été la première étape, de se dire, ce que je faisais avant, peut-être que je le fais différemment. Voire même, je le confie, et ça sera fait différemment, mais ça sera fait. C'était autour de combien de collabs ? 20-25. Puis on a eu la chance de rencontrer une boîte qui s'appelle, on va faire un petit moment pub, allons-y. qui s'appelle Fly the Nest. Je sais pas si... Ouais. Voilà. Et notamment Erwan, hein, qui nous a accompagnés depuis 2017, et dans toutes les étapes, et on bosse encore ensemble aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il nous a pas mal aidé tout au long il connaît bien l'entreprise, il nous connaît bien personnellement, et il a pu nous accompagner dans ces moments-là où justement il fallait nous aider, et ça a été un franc succès. Donc vous avez pas mal parlé de la complémentarité et du fait, on a compris, à 3, et puis vous resterez à 3 et c'est le but ultime. N'empêche que quand on arrive chez vous, je sais pas si on peut le dater, parce que maintenant j'ai bien compris que c'était Ulrich qui avait pris la casquette de CEO, mais si on parle, je sais pas, au début, là, jusqu'à 25, quand on disait et c'est qui le chef, c'était qui ? À l'origine, c'était plus moi, parce que c'est vrai que historiquement, j'étais
le porteur du projet. J'étais celui qui a investi le plus personnellement en termes d'heures de travail parce que je faisais tout le code pendant 1 an et demi en mode très très intense. Et puis même financièrement aussi, parce que j'ai porté avec mes structures les premières dépenses très très limitées, mais de gens de confiance. Donc, historiquement, c'était moi. Et c'est vrai qu'au début, quand il faut construire un produit, une entreprise, au début, on construit un produit. C'était vraiment ma zone de confort, j'étais hyper bon. Mais ensuite, l'entreprise, c'est plus construire un produit, c'est construire une équipe qui va construire un produit. Et là, c'était beaucoup moins ma zone d'énergie et de confiance. Et donc, il a fallu que j'entende pas mal de signaux pour me dire, mais en fait, est-ce que vraiment toujours la bonne personne, parce que ça n'a pas l'air de trop te plaire, ta nouvelle casquette là, qui est en train d'arriver. T'as l'air de souffrir pas mal. Et donc ça s'est fait forcément au début un peu dans l'odeur, parce que le temps de réaliser que c'est pas moi qui suis mauvais, mais c'est que juste j'ai pas les bonnes compétences forcément pour ce qui arrive. Ça se fait pas du jour au lendemain, mais ça se fait. Et en fait, après d'identifier les zones dans lesquelles, au contraire, j'étais heureux, au contraire, je pouvais continuer à m'épanouir et continuer à être heureux, c'était une libération. Et la deuxième libération, c'était de voir que les compétences que j'avais pas, mon associé les avait. Et ça, c'est une énorme chance, parce que c'est beaucoup plus facile de confier la barre à un associé que je connais depuis toujours et dans lequel j'ai confiance que d'aller chercher une nouvelle personne pour faire ça, avec le risque que ça. Et qu'est-ce qui s'est passé chez vous deux dans ce moment où... Enfin, vous voyez Nicolas qui était en train de... Enfin, vous aviez une intuition qu'il n'était pas... Enfin, comment ça s'est joué de votre côté, quoi? Ce truc du porteur initial qui est... À un moment, c'est Frankenstein, quoi. La machine a la création initiale a dépassé le créateur et vous êtes trois et... À un moment, il a fallu qu'il me parle. Il a fallu qu'il me dise, qu'il mette les mots, parce que pas facile tout seul de réaliser ce qui se passe. Quand on est dans la souffrance, on voit pas forcément les mécaniques en jeu. Donc, ouais, c'est ça. Et vous voyez sa souffrance ou vous voyez le décalage entre le rôle et la compétence, enfin, où vous aviez tout de suite fait le lien? Alors, il en parlera peut-être plus du décalage. Moi, je voyais la souffrance de Nicolas. Peut-être pas la souffrance, mais je voyais les difficultés de Nicolas. Et quand on a commencé à bien comprendre ce qu'il fallait faire, là, à ce moment-là, moi, j'ai essayé d'apporter, Nicolas le dira si je l'ai fait, même bien fait, mais j'ai essayé d'apporter un maximum de mon temps à Nicolas pour lui être près de lui pour cette transition. Voilà, elle est où la transition? Et rappeler, comme Nicolas l'a bien dit, je pense on voit bien que le travail il a été fait, c'était la bonne personne pour créer le bon produit à un moment donné. Et voilà, et je pense que j'ai pris beaucoup de temps pour lui rappeler ce qu'il a été et ce qu'il continuera d'être, mais autrement. Carrément. Toi, tu le percevais comment? En fait, un peu de la même façon, c'est-à-dire que je voyais un décalage entre le talent inné de Nicolas et le besoin des équipes. Et en fait, il y a eu un révélateur, en fait, qu'on peut citer, qui a été aussi un révélateur à un moment qui nous a fait prendre conscience, c'était le départ de collaborateurs qui, du coup, s'y retrouvaient pas. Enfin, ils étaient... Et c'est vrai que, du coup... C'est les fameux signaux faibles que... Enfin, parmi les signaux faibles que tu évoquais, c'est ceux-là. Ouais, et du coup, c'était un bon révélateur. Et quand on parlait avec eux, on demandait un living interview, qu'est-ce que... Voilà, il y avait des effets miroirs qui t'ont fait prendre conscience que voilà, fallait qu'on essaye de faire évoluer les choses parce que c'était comme pas... quoi En fait, comme pour eux, c'était toujours ambigu, c'est-à-dire que ça se passait entre nous trois, c'était pas hyper clair qui devait décider de quoi, qui devait faire quoi. Et donc, en fait, c'est vrai que dès qu'on est dans une zone de flou à 25, ça marche très bien. Tout se passe à la machine à café, c'est vraiment la petite équipe et c'était fusionnel. Et puis, quand on a vraiment tendu vers les 50, là, il fallait commencer à organiser les choses, à organiser la communication, etc. Et donc là, c'est un peu ça, je pense. Et puis, j'ai l'impression que... Alors, moi, je me suis fait aider. C'est à ce moment-là aussi que je me suis fait coacher. Oui. Parce que je voulais rien casser. Je me disais, en fait, moi, j'ai pas du tout d'ego à prendre ce rôle. C'était pas... Le job m'intéressait pas plus que ça, dans le sens où je m'éclatais dans ce que je faisais déjà. Et donc, j'avais pas cette envie particulière. Et surtout, je voulais rien casser entre nous.
Et donc c'est là où j'ai eu besoin Et avec d'aide. le terme de délicatesse arrive aussi. On sent la fragilité de l'objet à manier. C'est ça, et c'est pas des choses faciles. Hein. On a eu de la chance, on s'est bien fait accompagner là aussi. Et on a réussi à percer un peu les choses, mettre des mots aussi sur des. Voilà, et puis on est parti de l'avant. Je pense que c'est une grande leçon dans les valeurs qu'on a chez Gens de Confiance. Je parlais de l'humilité et la générosité, c'est vraiment des choses qui sont très fortes chez nous. On a une de nos valeurs, donc c'est give without expectation, donc de donner sans attendre rien, quoi, sans attendre une récompense ou quoi que ce soit. Et en fait, ça a été aussi le fait que ça se passe assez fluidement, bien. L'exemple de Nicolas, de dire, OK, pour le projet, en fait, ce serait mieux que je fasse ça en step back et puis me laisser la place parce qu'a priori, je pouvais faire le job. Ça a été aussi une grande leçon en interne pour montrer l'humilité, enfin, concrètement ce que c'était. Pardon, excuse-moi. Non, et voilà, ça a vachement participé, je pense, à l'ambiance de la boîte aussi, quoi. C'est vrai que quand tu le dis et que tu le dis en plus, que c'est posé, moi-même je l'ai entendu comme aussi un acte de courage. Enfin, j'ai entendu un acte de courage. Enfin, de courage et d'humilité vraiment. Enfin, je sais me regarder, quoi, de clairvoyance. Oui, Alors ça t'élève. Enfin, je veux dire, ça te donne. Je trouve que ça donne ça pose un cap, quoi. Non, et puis aussi, ça s'est fait dans le temps. Je pense qu'il y a eu un respect du temps. On ne s'est pas dit du jour au lendemain, ça va pas, il faut changer, tu changes, ou je change. On a pris le temps, on a investi sur du coaching pour que, non seulement savoir comment faire la transition, mais aussi vers quoi individuellement on s'oriente. Et donc moi, j'étais assez tranquille sur la transition, parce que je savais que Ulrich était le bon. Ma grande question, c'était, mais qu'est-ce que je fais après, quoi ? Est-ce que je pars de la boîte ? Quelle est ma valeur encore dans la boîte si je ne peux plus avoir le même niveau d'impulsion peut-être qu'avant ou d'autorité, qui était un peu une espèce de fausse autorité. Et donc, qu'est-ce qui va m'épanouir ? Quelle va être mon énergie encore après ? Et donc d'avoir eu ce luxe de pouvoir prendre le temps, un luxe aussi conjoncturel, parce que la boîte allait bien, mine de rien, on était en croissance, on n'allait pas trop vite, on était juste bien, et ça nous a donné toute la liberté en fait pour mettre les choses, poser les choses, en parler, en reparler. Et on parle beaucoup de nous trois, mais en fait, parce que trois cofondateurs, mais en fait, il y a toute une équipe maintenant. On est une équipe de direction, d'executive team, on est 7. Et autant avant, c'est vrai qu'on était beaucoup à 3. Maintenant, on vit vraiment à 7. Et on fait énormément de choses à 7. C'est vraiment l'équipe numéro 1 pour nous tous. L'autre jour, on est parti marcher dans les vignobles nantais. On a pris une journée off juste à 7 pour le plaisir de s'aérer. Et en fait, tout ça porte aussi. Ça veut dire qu'on n'est pas tous les trois enfermés dans une pièce à se prendre la tête. Et en fait, toute la boîte a aidé sur cette transition. Et moi, j'ai eu plein de témoignages de gens qui sont venus me dire justement qu'ils avaient trouvé ça effectivement courageux et humble, et en fait et qu'ils étaient drivés par ce changement. Et je me suis dit en fait c'était la bonne décision, t'as bien fait. Ça s'est fait vraiment dans la simplicité et dans la confiance. Ouais. Et alors, t'as trouvé ma nouvelle casquette maintenant. Ouais. Et vu que mes talents, c'est de créer, d'innover, de prendre des risques aussi, c'est ce qui me drive. T'es le risk taker de la j'ai trouvé mon domaine dans lequel je peux m'exprimer là-dessus, et en gros, j'ai pris une casquette de directeur d'innovation chez Gens de Confiance. Donc, pour redémarrer des projets qui sont pas dans la roadmap principale de la boîte, qui sont plus risqués, sur lesquels il faut itérer beaucoup plus vite. Et c'est pas le mindset principal forcément dans les équipes. On essaie de construire un produit qui est sûr et efficace. Et donc là, je travaille sur des projets d'innovation qui sont exaltants. Et j'ai vraiment l'impression de donner mon meilleur
à ce niveau-là. Et je suis persuadé qu'il y a des choses là-dedans qui vont être game changer pour les gens de confiance. Donc, à fond, ouais. Il est beaucoup plus efficace là qu'avant. Ouais. Et alors, maintenant, on a vu un peu on a fait l'historique, on a vu la fresque un peu de tous les trois, au démarrage, la croissance. Alors là, si on regarde le cap, d'ailleurs, on le pose où le cap? Comment vous faites vous êtes sur 2023, 24, 25, 30 Où est la limite de l'horizon? Il n'y en a pas trop pour l'instant. Non, mais comme on disait, on a l'avantage d'avoir un beau projet. On pense un peu que c'est le projet de notre vie parce que c'est vraiment une belle entreprise, une belle boîte. On s'entend bien, il y a plein de choses à faire. Donc on se projette assez loin. On verra après. Il faut rester très pragmatique. L'entrepreneuriat, c'est aussi d'être les pieds sur terre. Et on fonctionne après en OKR, donc on se fixe des objectifs tous les ans. Donc là, on est en train de se fixer l'objectif 2023. Alors on a une vision un peu plus lointaine aussi. On a vraiment une vision plus sur 3-4 ans. Mais à court terme, voilà, une séance d'OKR et on divise l'année en 3 fois 4 mois. Où là, on fixe des objectifs globaux. Là, c'est l'executive team qui fixe l'objectif global et après, chaque équipe va fixer ses objectifs pour contribuer à l'objectif global. Donc en fait, on laisse vraiment un bon niveau de subsidiarité pour que les équipes décident elles-mêmes sur ce qu'elles font, comment elles le font. Et alors nous, on les challenge évidemment et on s'assure de la cohérence, mais c'est eux qui viennent avec les solutions. Nous, par contre, nous, on fixe le cap général, si tu veux. Ok. Et donc 2023, on va se retrouver la semaine prochaine avec les managers pour décider exactement ce qu'on fait. Ok, mais vous avez bien une vision, demain, peu, gens de même. confiance, c'est... En fait, j'ai envie de dire dans 3 ans ou dans 5 ans, mais je sais pas, le nombre d'années dans notre industrie, c'est quand même un peu... ça veut tout dire et rien dire, mais juste pour comprendre l'énergie, où est-ce que vous c'est quoi qu'est-ce que vous voyez que vos utilisateurs ne voient pas et où est-ce que vous allez nous emmener Nous, on pense que l'asset principal de gens de confiance, aujourd'hui, c'est pas les petites annonces. C'est le réseau de confiance qui apporte de la confiance, un niveau de confiance inégalé, radicalement plus élevé que ce qu'on peut retrouver sur les autres places de marché. Et qu'on a vraiment réussi à craquer ça pour un coût économique complètement marginal, quoi. Et ça, c'est un peu la clé de l'équation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a énormément d'opportunités. On a créé ce terreau, cette richesse, qui aujourd'hui, donc une communauté, 1 500 000 membres, ultra qualifiés, ultra réglo, de confiance. Maintenant, on peut créer énormément de choses avec ça. Donc aujourd'hui, ce qui nous fait vivre, c'est les petites annonces. Donc évidemment, c'est notre cœur de métier, on continue de construire là-dessus. Donc tous les secteurs dans lesquels il y a besoin de confiance dans les petites annonces sont autant de potentielles sources de développement. Je pense au service à la personne, je pense à l'automobile, je pense à l'immobilier, la location de vacances. Okay. L'emploi. Donc moins les vêtements, moins Vinted, quoi. Vinted, on se distingue vraiment là-dessus. Nous, c'est bien, il y a beaucoup plus de valeur parce qu'il y a besoin d'avoir beaucoup plus de confiance. Donc évidemment tout ça. Et puis après, la confiance en particulier, elle est également super importante dans plein d'autres domaines. Ça peut être du dating, par exemple. On a énormément de demandes qu'on fasse du dating. Ouais. Ça se passe comment, une demande d'un membre qui dit vous pouvez pas faire du dating? Ah, mais vous n'avez pas pensé à créer une rubrique parce que j'ai une amie qui cherche. L'entremetteur à l'ancienne. Voilà. Et en fait, de scaler un peu l'agence matrimoniale qui faisait un petit background check sur les gens, quoi. Et donc là où aujourd'hui, en tant que femme, d'aller à un premier rendez-vous, quelqu'un à qui on a discuté plusieurs fois sur Tinder, il y a une petite prise de risque, on vient accompagner ou on regarde d'abord un peu quel look a la personne, si elle correspond vraiment à la photo ou pas. Et ben en fait, rien que ce premier rendez-vous peut se passer dans un climat beaucoup plus serein et de confiance, parce qu'en fait, on sait que la personne, elle est sur une confiance, on voit ses amis, on voit qui elle est, quoi. Qui elle est vraiment, et il y a un vrai service autour de ça
Non, et pour compléter, après, il y a toute l'industrie de la banque, de l'assurance, où la confiance est clé. Et on pense qu'on peut apporter une clé dans ces industries aussi. Donc là, c'est vraiment une vision très très long terme. Mais aujourd'hui, on est capable de dire, a priori, si quelqu'un remboursera son prêt ou pas, sans avoir besoin d'un CDI. Il peut être freelance, mais on a vu qu'en fait, c'était quelqu'un de bien, qu'il allait tout faire pour bien rembourser son prêt. Et quelque part, nous, on est capable de le scorer d'une façon différente que d'avoir un contrat de travail, qui est un peu aujourd'hui un peu old school, quoi, quand on y pense, surtout ici dans notre univers, où il y a beaucoup de freelance, beaucoup de liberté. Après, bon, pour répondre à cette question, tu vois, de vision long terme, il y a un truc qu'on voit aussi, je pense, mais qui est un peu qui est complémentaire de ce que disait Nicolas, c'est qu'on se voit comme une entreprise à mission, à impact, avec il y a deux choses où on est capable d'intervenir, c'est créer du lien social, ça on le voit tous les jours, parce qu'on crée des belles rencontres, des gens qui ne se connaissaient pas, et ça fait des belles histoires, on a des beaux témoignages, et c'est juste magique, c'est vrai que c'est un moteur pour nous, c'est incroyable de réussir à faire ça, donc un énorme impact social. Et puis après, sur l'économie circulaire, l'économie collaborative, l'économie du bien commun, on peut l'appeler comme ça, même l'économie solidaire, tu vois. Et ça, c'est quelque chose dans lequel on veut aussi apporter notre pierre. C'est quelque chose d'important pour nous. Donc, en rigolant, on se dit en ce moment qu'on se voit un peu comme le Patagonia de la tech, tu vois. On veut apporter autre chose avec une mission vraiment forte au fond de nous, qui est vraiment forte. Et on cherche d'ailleurs des gens qui comprennent cette mission et qui ont envie de contribuer à ce qu'on a envie d'apporter. Donc, on a du business qui marche bien, même très bien, et ça vient alimenter des levées de contribution positives pour la société. On apporte notre petite pierre, donc dans le domaine écologique et dans le domaine social, et ça, c'est aussi une grande fierté pour nous. Là, dans les exemples que tu as donnés, ça se diffuserait comment? Ce serait quelle application concrète de gens de confiance dans... Ça, c'est compliqué, en fait. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est 4 scales. Si demain, tu vois, il y a 10 millions de personnes sur gens de confiance en France, on va voir des assureurs, on leur dit vous êtes capable de... Enfin, on a une audience qui pourrait être... Enfin, on sait qu'il y aura des bons comportements et pas d'arnaque à l'assurance. Baisser la prime d'assurance, ce serait assez logique si tu veux. En fait, c'est un peu sur ces leviers qu'on peut commencer à travailler. Concrètement, aujourd'hui, on ne sait pas, mais ce qu'on voit bien, c'est que tous ces échanges qu'on a avec ces industries se nourrissent, que leur modèle commence à être un peu obsolète. Il y a du temps, hein, mais et que nous, si on arrive à avoir... Enfin, si la communauté est grande, il commencera à y avoir des échanges un peu plus de pair à pair, parce qu'aujourd'hui, enfin, depuis le début, on est un peu dans notre bac à sable. Hein. Les startups, ça reste les trucs pour s'amuser. Donc, on ne travaille pas avec de grands groupes aujourd'hui, mais on pense que de plus en plus, on pourrait les intéresser et commencer à avoir des échanges qui porteront du fruit. Puis sur l'économie circulaire et solidaire, en fait, on est en plein dedans, naturellement. Plus les gens de confiance, plus il y a d'annonces sur les gens de confiance, plus il y a d'objets qui sont d'occasion, qui sont échangés entre particuliers, donc des objets qui ne sont pas fabriqués, qui ne sont pas jetés, qui ne sont pas transportés, etc. Donc on voit bien que naturellement ça va dans le bon sens, énormément d'entraide aussi, donc de lien social qui est créé. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que pour qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait la confiance. Donc plus il y a de confiance entre particuliers, le plus les gens peuvent échanger des biens ou des services, ou du don, ou du prêt, tout, quoi. Donc la confiance, c'est vraiment le moteur principal. Et nous, ce qu'on aimerait bien, c'est faire le meilleur des deux mondes entre Le Bon Coin, qui est juste énorme, qui rend un vrai service à la société, et notre modèle de confiance qui fait qu'en alliant un inventaire gigantesque avec un niveau de confiance hyper élevé, on arrive à un truc qui donne son maximum à la société, quoi. On va arriver aussi. C'est le but. C'est avec l'entraide, on découvre l'entraide de la recommandation. Parce que maintenant, on est nombreux et on se fait confiance. Tout le monde cherche, je sais pas, une bonne nounou, une bonne babysitter, un bon plombier, un bon électricien. Et aujourd'hui, grâce à ça, tout le monde peut se donner donner la bonne personne pour la bonne utilisation, on peut lui faire confiance. Voilà. Et ça, on a lancé ça et on pense que ça va devenir quelque chose, ça commence à être quelque chose d'incroyable. Et ça correspond à un besoin très clairement. L'international ? Pour l'instant, c'est pas le focus. Ok. Parce qu'en fait, votre modèle, il est facilement déployable en fait
C'est... Dozo, non? Non, pour revenir un peu sur des échecs aussi, on a essayé de lancer en Angleterre et en Espagne il y a 4-5 ans maintenant. On avait mis un peu d'énergie. On a essayé pendant 4-6 mois à peu près. Avec le constat qu'en fait c'était quand même super compliqué de relancer un réseau comme jeu de confiance from scratch. Dans un oui? Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a eu un alignement de planètes quand on a lancé qui fait qu'on était tous les trois C'est-à-dire, hyper mobilisés. qu'est-ce qui s'est craqué pour que ça marche? Non, on sait pas. C'est pas. C'est le problème. On sait pas, mais en fait. Je peux pas le reproduire. Justement, on parle, mais moi je veux la recette, quoi. Mais... Non, mais ça. Alors, si, au début, on a contacté tous nos amis, nos familles, pour leur demander de s'inscrire sur notre confiance et tester le produit, nous aider, etc. Faites-nous plaisir. Quoi. Donc, en allant chercher très loin les amis de lycée qu'on n'avait pas revus depuis longtemps, on a contacté, je pense, 500 personnes en tout. Et on a eu énormément de gens qui sont venus s'inscrire pour nous faire plaisir en mode. Voilà, c'est vraiment pour toi. Nico, il était sympa. Ouais, c'est ça. Putain, il y a Ulrich, il y a Enguerrand. C'est quand même la 5e relance, là. Ouais, c'est ça. Je peux pas faire autrement, j'ai un peu le couteau sous la gorge. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut pas faire ailleurs. Parce que nous, on n'est pas sur place. On n'a pas ces premiers contacts, ces premiers réseaux pour créer une densité au début et démarrer, quoi. Alors ça, c'est le constat. Et puis après, le réseau lui-même, il a mis énormément de temps à se développer. C'est-à-dire que les 2 premières années, on ne savait pas du tout si ça allait fonctionner ou pas. Donc ça démarrait longtemps. Et puis, c'était quoi le MVP de gens de confiance? C'était un moteur de recherche avec des annonces, une messagerie et une inscription avec du parrainage. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Alors évidemment, on s'est spécialisé, on a ajouté plein de fils, de machins, enfin plein de... un peu de complexité, mais aussi pour rentrer dans les détails de tout notre cœur de métier, mais les briques étaient là dès le début. Donc sur le produit, on pourrait très bien faire un clone et le lancer à l'étranger, mais on sait que ça prendrait énormément de temps, et c'est pas avec des millions sur la table qu'on irait plus vite, parce que le temps que les gens se parrainent les uns les autres, il y a une vitesse qui est intrinsèque, en fait, et qu'on peut pas accélérer. C'est quoi, la vitesse? C'est la vitesse à laquelle les gens se parlent, les gens de confiance, entendent parler d'un ami, enfin un ami à un dîner te dit qu'il est en train de rechercher une babysitter ou une maison de vacances, et là tu lui dis ah mais tiens je connais un site. En fait tout ça se fait pas instantanément. Et du coup vous voyez quoi vous sur vos métriques en termes de temps? Pour les courbes d'accélération là, sur des cycles de combien? On a fait qui s'inscrit en général, elle trouve ses parents dans la journée. En fait, pour les chiffres, donc au début ça a démarré très rapidement parce que je pense que c'est notre réseau. Donc en 3 mois on a fait de 0 à 10 000 membres. Après ça a eu beaucoup de mal à passer 30 000, 40 000. À 50 000 membres on a fait notre première série A notre seed parce qu'on pensait on voyait qu'il y avait une traction, en tout cas que les gens étaient hyper accros aux produits, revenaient hyper souvent, nous faisaient des dons, enfin voilà. Mais en termes d'utilisation, c'était pas encore ça. Et ça continue de se développer. 2019, série A, on était 600 000 membres, donc 4 ans après. L'année dernière, on a passé il y a un an et demi, il y a un an le million, un peu plus d'un an le million, et là on est à 1 500 000. Donc voilà, la courbe elle est quand même, c'est une belle courbe exponentielle, mais c'est pas les trucs complètement explosifs qu'on peut voir ailleurs. Ça met 8 ans. Et c'est rigolo d'ailleurs parce que Frédéric Mazella, dans une interview sur Blablacar, disait qu'il avait mis 8 ans à faire 1 million aussi. Donc on voit qu'il y a quand même des choses dans les plateformes C2C qui mettent intrinsèquement beaucoup de temps à faire. Donc voilà, si on voulait se lancer en Angleterre, en Espagne ou dans d'autres pays, on sait que ça prendrait des années avant que ça devienne un truc. Et le dating? Dating, c'est un autre métier. Donc c'est pour ça qu'on le fait pas aujourd'hui. Ça fait évidemment. C'est des niveaux d'acquisition qui sont plus rapides. C'est peut-être des temporalités. Alors en fait, si on le fait en France avec la base qu'on a, ça pourrait être très rapide. Mais ça serait une autre équipe produit. Ça serait complètement autre chose, un autre service. Notre équipe bonheur, comme on a chez nous, c'est pas les mêmes métiers du tout. On va pas mélanger les locations de vacances, les babysitters et les dating, quoi. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'en France, le marché est hyper profond. Le Bon Coin, c'est valorisé 7 milliards d'euros en bourse. On rajoute Vinted, on rajoute Facebook Marketplace, tout ça. C'est un marché qui est énorme. Donc nous, si on arrive à prendre 10-15% de parts de marché, et les bonnes parts de marché, c'est des gens qui sont fiables et trusted, et voilà. On sait que c'est une boîte qui peut avoir beaucoup de valeur et d'utilité en France, rien qu'en France.
Et voilà. Puis après, on reste ouvert aux opportunités. Donc le site, on le traduit en anglais parce que on ne veut pas se fermer la porte. Si jamais, on ne sait pas pourquoi, mais ça démarre parce qu'il y a quelqu'un qui a créé son réseau en Angleterre et que ça démarre en Angleterre, on sera ravis. Voilà, donc on laisse l'opportunité se créer. Oui, ça peut se faire de façon organique en fait. Voilà. C'est ça le truc. C'est exactement. C'est là, ça pourrait être un jour la bonne surprise. Ouais. Complètement. De la graine qui a germé Faut qu'on trouve. sans même que. Ouais. Il est puissant votre modèle. Hein. Ouais, il y a un côté, Mécaniquement, ça va. il y a un côté qui Il nous y a dépasse des graines complètement. partout là. C'est Ouais. ça. Et pour une façon de répondre aussi, c'est on pourrait déverser des tonnes d'argent en marketing, en acquisition, mais derrière, il faut trouver 3 parrains. Donc il faut être, un, motivé, et deux, il y a quand même une belle barrière à l'entrée. Donc c'est assez contre-intuitif de se dire, enfin, il faut vraiment avoir envie de rentrer sur le genre de confiance. Donc, comme il y a énormément de valeur derrière, les gens prennent le temps de s'inscrire et de trouver leur parrain, parce que la promesse est tenue derrière. Mais ça met du temps, quoi. C'est ce gros frein à l'entrée, ça fait que l'acquisition, elle coûterait extrêmement cher si on faisait du marketing. Et nous, notre principal canal d'acquisition, c'est vraiment le bouche à oreille, c'est l'organique, c'est les gens qui se recommandent en disant mais va sur Jean de Confiance, tu vas trouver. Tu cherches une location pour un studio à Paris, mais tu le trouveras sur Jean de Confiance. Et donc les gens font l'effort et s'inscrivent. Et donc en effet, de recréer ça à l'étranger, c'est... Alors après, on est un peu présent partout dans le monde quand même, mais grâce à la communauté d'expats français. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Qui sont assez friands. À Londres, là, j'ai une copine qui disait tout le monde l'utilise pour... voilà, c'est assez... Et puis aussi en Belgique, en Suisse, tu vois, en Suisse francophone. Mais voilà. Et puis on a fait quelques annonces. Voilà, on a des membres qui postent des annonces en anglais, en allemand de temps en temps, mais ça reste vraiment marginal. Quoi. C'est vraiment des petites choses. Le use case, c'est quoi? Ce sont des étudiants étrangers qui viennent en France et qui cherchent un appartement. Voilà, c'est plus ça. Ok. Il y a quand même quelque chose sur lequel j'aimerais vous faire rebondir parce que l'école Oussama, The Family, bon, je pense que moi aussi j'ai pris mes doses de leçons. coup d'État. C'est ça. Et bon, je sais pas si on pourrait dire qu'il y a un adage, mais le fameux fake it until you make it, il est assez puissant. Comment est-ce que vous, ça vous parle si on est sur la confiance justement? Est-ce que vous avez déjà faké until vous avez maké quand on est sur cet asset de style? Typiquement, nous, il y a des features. Avant de les développer, on met un bouton avec la feature. Par exemple, je pensais à ajouter un calendrier iCal pour les locations de vacances. Quoi. On ne sait pas encore si on va le faire, mais on mesure le nombre de gens qui cliquent sur le bouton. Et là, on leur dit « Ah, merci, on a enregistré que vous étiez intéressé par cette fonctionnalité. Voilà, ça va. » Et même avec un questionnaire pour mieux connaître un peu les attentes derrière de la personne. Donc ça fait partie de ça. Et au tout début, c'est vrai que pour le lancement, nous, ce qu'on voulait, c'est avoir une page d'accueil sur le site, une page de recherche remplie d'annonces. Ça veut dire au moins 30 annonces. Parce que la page faisait 30 annonces. On voulait avoir 30 annonces. Et donc, ce qu'on a demandé, quand on a contacté nos proches et nos amis, on leur a dit mettez une annonce, même si c'est juste pour tester, que c'est pas vrai, voilà, c'est un peu délirant, n'hésitez pas, faites-vous plaisir et postez un truc. Et donc, on a eu des annonces un peu loufoques au début. Mais parmi ces annonces loufoques, il y avait des vraies annonces de gens qui se sont dit « tiens, en fait, je recherche une babysitter ou une maison de vacances » et qui ont posté leur annonce et qui ont trouvé, même s'il n'y avait pas grand monde. Et ça a démarré comme ça. Donc la première page d'accueil, en fait, était à 70% fake. Mais ça, fake sans être fake, en fait. Elle était téléguidée, quoi. Ouais. Elle était faite, c'est-à-dire... Non, parce que moi, je me souviens que j'ai un beau-frère qui avait mis qu'il louait ses moutons alors qu'il n'en avait pas. Enfin, voilà, c'était son délire, quoi. Voilà. Bon, évidemment, l'annonce était supprimée, mais nous, ce qu'on voulait, c'était pas avoir le syndrome de la page blanche, que les gens arrivent et se disent, en fait, c'est nul leur truc, il n'y a pas d'annonce. Oui, parce que à ceux qui veulent lancer une marketplace, il y a ce fameux ratio entre l'offre et la demande. Ouais. Alors vous, c'est quoi votre retour d'expérience? Le côté magique de Jean de Confiance, en fait, c'est que tu superposes quand même une marketplace, un site de petites annonces, et un réseau social. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand les membres voyaient une annonce qui les intéressait pas forcément eux-mêmes, ça pouvait intéresser, quelqu'un de sa famille ou un ami, et donc ils faisaient suivre l'annonce. Assez facilement, il y avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir... Et du coup, ça a créé aussi cette... Et souvent, c'était
c'est que les annonces trouvées-preneurs, on avait plus de 50% des annonces qui matchaient. Ce qui était énorme, en fait, pour une communauté si petite. Mais ça, c'est parce qu'il y avait ce côté social facile à partager et les gens aussi un peu altruistes de se dire bah, tiens, moi, ça m'intéresse pas, mais par contre, je sais que j'ai ma petite fille qui cherche un appartement, bah, tiens, il y a un appartement à louer, bah, je vais lui envoyer. Et donc ça, c'était aussi un de nos, je pense, un des trucs qu'on a craqué un peu malgré nous. En fait, la recette, c'est que quand on crée la sécurité, on obtient des annonces que les gens ne postent pas ailleurs, parce qu'il y a des annonces où les gens ont besoin de sécurité, donc ils ne postent que chez nous. Et le fait d'avoir des annonces exclusives, ça fait venir des gens. Voilà. Donc en fait, en démarrant par rassurer les gens par la sécurité, par le fait une promesse forte, donc il n'y a pas d'arnaque, pas de scam, pas de harcèlement, de robots qui répondent. La promesse est suffisamment forte pour avoir des gens qui nous confient leur annonce, et peut-être pour essayer, peut-être juste une semaine ou deux avant de le mettre sur le bon coin. Mais en fait, ça suffit parfois. Et aujourd'hui, c'est toujours hyper puissant. On a 70% de nos annonces qui sont exclusives sur une confiance. Les gens le savent et s'inscrivent chez nous parce qu'il y a du remarché, quoi. Ça y est, la conversation est finie. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et si c'est le cas, mentionnez-le sur vos réseaux et votre chaîne de podcast préférée. Vos retours sont hyper précieux, c'est ce qui nous motive à continuer. D'ailleurs, si vous souhaitez prolonger la discussion, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Enfin, pour celles et ceux qui s'intéressent aux mécaniques d'hypercroissance, moi, c'est ma passion, je vous recommande chaudement notre podcast Kiss My Scale. J'y reçois des personnalités aux manettes de croissance vertigineuse. Bon allez, et maintenant au boulot!